Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Le dialogue national promu par le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, se prépare activement. Le comité d'organisation du dialogue national inclusif COTNI est à pied d'œuvre depuis quelques mois pour la réussite de cette rencontre tant attendue. COTNI a pour objectif, faut-il le rappeler, de préparer et organiser le dialogue national inclusif dans les meilleures conditions possibles. C'est à cet effet que des missions de concertation et de pré-dialogue ont été organisées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. À cette occasion, les Tchadiens de la diaspora, les forces vives de la nation, partis politiques, sociétés civiles, chefs religieux, etc., ont donc été consultés. Au centre de ces concertations, les sujets relatifs à la paix, la cohésion nationale, la justice, les droits de l'homme ou encore les sujets de société. Au centre de ces concertations, beaucoup de sujets, mais l'étape attendue est la convocation du dialogue national. Mais en attendant, quel est l'état d'avancement des préparatifs? Le COTNI est-il prêt pour la tenue effective de ce forum important à une date fixée? Quel bilan peut-on faire des missions de pré-dialogue et de concertation à l'intérieur et à l'extérieur du pays? Telles sont les questions qui sous-tendent le débat d'aujourd'hui, qui porte sur le thème état d'avancement des préparatifs du dialogue national inclusif. Nous recevons comme invité sur ce plateau, à ma droite, M. Arma Diogoltar, qui est le président du comité technique de COTNI. Nous avons à ma gauche quelqu'un que vous ne pouvez plus l'ignorer. Il s'agit d'Abdraman Diassanabay, qui est le président du sous-comité également technique, mais qui s'occupe d'un sujet précis, paix, cohésion sociale et réconciliation. Le troisième invité, M. Ramadi Alfred, et il est le président du sous-comité technique numéro 2. Il s'agit de réforme des institutions, constitution, processus électoral. Je pense que j'ai bien présenté l'intitulé de vos différents sous-comités. Voilà. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Première question, où en est-on avec les préparatifs du Forum national inclusif? La question est posée à vous, Monsieur le Président du comité technique. Du dialogue national inclusif. Oui, dialogue national inclusif. D'accord. Merci Martin, merci pour l'opportunité que nous avons de pouvoir donc entretenir nos concitoyens sur la préparation du dialogue national inclusif. En effet, le COTNI tire sa légitimité déjà du décret 101 et du décret 318 qui ont été signés en 2021 et qui donc ont permis la mise en place du COTNI. Dès sa mise en place, le COTNI a commencé à pouvoir donc aménager sa feuille de route, préparer un chronogramme et engager donc ou structurer la préparation du dialogue. Je dirais donc que la préparation du dialogue consiste donc en 3 étapes clés. La première étape de la préparation du dialogue, c'est l'organisation des pré-dialogues. La deuxième étape concerne donc les travaux dans les sous-comités thématiques. Et la troisième étape concerne tout ce que nous appelons questions ad hoc. Aujourd'hui, comme vous l'avez posé en question, où est-ce que nous en sommes? Je dirais que nous sommes à plus de 70%. C'est-à-dire nous sommes au niveau de la troisième étape. Voilà, nous sommes dans la troisième étape parce que la première étape concernant les pré-dialogues, nous avons donc organisé 23 pré-dialogues à l'intérieur et 12 au niveau de l'extérieur. Naturellement, au niveau de l'Amérique, il y a eu un site de regroupement à Washington et puis au niveau aussi de l'Europe, un site de regroupement en France, à Paris. Mais tout le reste, c'est un peu sur quelques pays aussi, par exemple en Arabie Saoudite, pour réunir aussi ceux du Moyen-Orient. Donc, je dirais que les pré-dialogues se sont très bien terminés. Les rapports ont été donc examinés, ont fait l'objet de restitution en plénière pendant 2 jours. Et aujourd'hui, si vous allez sur le site du COTNI, tous ces rapports sont accessibles. Tous les rapports des dialogues, tant intérieurs qu'extérieurs, sont accessibles. Deuxième étape, c'est donc les travaux dans les sous-comités thématiques. Il y a 5 sous-comités thématiques, comme vous avez cité déjà 2. Nous avons donc paix, cohésion sociale et sécurité. Nous avons la réforme de l'État, la Constitution, le processus électoral, qui est le sous-comité 2. Le sous-comité 3, c'est donc
les droits et les libertés fondamentales. Sous-comité 4, c'est les politiques publiques sectorielles. Et sous-comité 5, c'est les questions sociétales. Donc, ces 5 sous-comités avaient 2 axes de mandat. Un premier axe qui concerne le travail de préparation des documents sur un certain nombre de sujets qui ont été retenus, identifiés à l'avance par la plénière du CODNI à l'intérieur d'un terme de référence. Ensuite, un second axe qui est donc la compilation des attentes de nos concitoyens issus des pré-dialogues. Et aujourd'hui, ces 5 sous-comités ont finalisé déjà le premier rapport. Ces rapports ont fait l'objet d'examen dans le comité scientifique, parce que nous avons un comité scientifique au niveau du comité technique. Et après le comité scientifique, des observations ont été intégrées. Et depuis hier, le comité technique a commencé à recevoir les rapports et donc entamer ce que nous appelons la compilation des rapports pour avoir donc ce que nous aurons appelé un rapport d'étape. Et la dernière étape, comme je l'ai dit, de la préparation, c'est les questions ad hoc. La question, par exemple, de l'avant-projet du règlement intérieur. Un comité ad hoc est mis en place et le comité, me semble-t-il, a déjà fini son avant-projet de règlement intérieur. Il ne reste qu'à faire la remise. Et nous avons aussi d'autres questions ad hoc comme le format, l'agenda, la liste des participants, les critères de participation, qui sont donc les derniers réglages sur lesquels nous sommes. Pour vous dire donc au niveau de la préparation, nous sommes très avancés. Et si nous sommes avancés, c'est aussi la contribution de toutes ces personnalités et surtout des experts. Parce que, dites-vous bien, nous avons plus de 300 experts, une centaine de docteurs, une dizaine de professeurs. Toutes ces personnes ont été rassemblées pour travailler main dans la main et ont travaillé pendant 2 mois pour produire une analyse depuis 1993 jusqu'à nos jours, mais aussi de faire un état de lieu de toutes les contraintes, mais aussi des potentialités, et soumettre une panoplie de suggestions à l'attention des participants. Voilà brièvement donc fait le point de la préparation à ce jour. Oui, est-ce que, M. Abdraman Diasnabe, vous avez un élément à ajouter à ces explications? Tout est fin prêt? On est à quel niveau de préparatifs du dialogue? Je pense que tout a été dit. Hein. Nous sommes pratiquement prêts. Dans les jours qui viennent, nous attendons seulement maintenant. Et vous êtes le président du comité technique chargé de la paix, cohésion sociale et réconciliation. Oui. Alors, lors des rencontres de pré-dialogue et consultation, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, quelles sont les préoccupations, quels sont les sujets qui ont été soulevés par des Tchadiens, de la diaspora, ceux qui sont à l'intérieur du pays, en rapport avec la paix et la cohésion sociale? Ça résume un peu la préoccupation des Tchadiens. Quand on veut parler de la paix, tout le monde aujourd'hui souhaite la paix. Et à l'intérieur comme à l'extérieur, même ceux qui sont en armes, pensent qu'ils sont fatigués des armes et qu'ils veulent rentrer chez eux, mais condition qu'il y ait la paix. La cohésion sociale, c'est une question centrale. Ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'extérieur qui veulent aussi, mais ici à l'intérieur, nous avons aussi beaucoup de préoccupations. Sur le terrain, dans les provinces, les gens veulent qu'il y ait une cohésion sociale. Et quand vous regardez un peu l'actualité aujourd'hui, beaucoup de mouvements sont là. Les jeunes qui veulent aussi une cohésion sociale, parce que la cohésion sociale a pris beaucoup d'importance, ils veulent une place. Ils veulent qu'il y ait l'égalité entre les citoyens. Parce qu'ils constatent que des fois, il y a des excès, il y a des dérives, et les gens souhaitent qu'il y ait cette cohésion sociale-là, que les gens s'acceptent. Il n'y a pas de plus tchadiens que d'autres. Il n'y a pas aussi des gens qui bénéficient du partage de ressources que d'autres. Donc il faudrait que ce qui existe, qu'ils puissent les partager. Et une fine, la réconciliation, c'est qu'il y a eu des difficultés, que ce soit ceux qui sont en armes, mais ici également. Il y a des crises, il y a des dérives, il y a des problèmes. Donc la réconciliation, elle concerne tout le monde, de façon à ce qu'on puisse arriver à vivre ensemble dans la paix, dans la cohésion sociale. Et in fine, c'est un des thèmes aussi qui est dans une des sous-comités thématiques, que les gens puissent travailler et qu'ils puissent également avoir des perspectives d'avenir de façon à construire ce pays-là. Parce que chacun doit apporter sa contribution en fonction de ses capacités. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont laissés un peu au bord de la route. Il faut faire en sorte que ces gens-là, les jeunes notamment, et on a vu depuis hier les revendications qui sont sorties et tout ça, le forum des jeunes, tout ça, ça a été déjà dit et c'est dans le rapport. Je crois que nous allons
prendre en compte ces difficultés, ça c'est déjà pris en compte, mais à l'arrivée, ces jeunes-là qui sont exprimés comme d'autres en province viendront aussi pour apporter leur contribution de façon à ce qu'ensemble nous puissions sortir de l'ornière et faire en sorte que ces pays-là puissent émerger, puisque nous sommes dans un objectif d'émergence. Voilà un peu le sens même de ce dialogue et de cette réconciliation nationale. Et d'autres préoccupations, c'est la réforme des institutions, la Constitution. Et il y a un sujet phare qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, c'est la forme de l'État, le fédéralisme, la décentralisation. Docteur Ramadi Alfred, quels sont les sujets qui ont réellement dominé les concertations sur lesquelles vous êtes revenu dans vos travaux de compilation? Bonjour à tous vos téléspectateurs et à vos auditeurs aussi, parce que nous sommes en radio et télévision. Et merci de nous inviter sur ce plateau pour faire part un peu de l'état d'avancement de nos analyses, de nos discussions. Le sujet, c'est ce que vous venez de rappeler, c'est pas seulement la question de la forme de l'État, la nature du régime, les questions institutionnelles, l'indépendance de la justice, le fonctionnement de la justice, le processus électoral, l'évaluation de la politique de décentralisation, vous avez dit. Tous ces sujets, c'est pas seulement les experts qui en ont discuté, mais vous venez de le dire, ce sont des sujets qui ont un peu parfois passionné nos compatriotes, mais qui ont aussi cristallisé un peu les opinions. Le tout n'est pas de se laisser emporter par la passion, mais c'est d'en discuter, de prendre du recul, d'analyser, de faire un diagnostic et de proposer des pistes de solutions possibles. C'est ce que nous avons fait pour éclairer les gens, parce que ce sont des sujets qui parfois, à l'analyse, si on ne se prend pas bien, ça divise parfois pour rien. La question de la forme de l'État, comme vous l'avez dit, a été, et je crois que c'est toujours dans l'actualité, mais nous les avons abordés de manière assez simple pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut retrancher, et de façon à ce que nous puissions parvenir à avoir un pays dans lequel tout le monde se sente tchadien, simplement. Il n'y a pas à se sentir exclu lorsqu'on est d'un bord ou de l'autre. Et voilà un peu ce que nous avons fait dans la sous-commission, en analysant, en faisant le diagnostic. Nous avons fonctionné comme des médecins auprès d'un patient. C'est de poser d'abord le diagnostic, et en termes d'avantages, d'inconvénients, de forces, de faiblesses, et ensuite proposer des recommandations qui, pour nous, sont des pistes possibles de solutions. Maintenant, les délégués qui seront au dialogue vont aussi discuter de tout ça. Nous, notre travail, c'est d'éclairer. Quand vous prenez la question de la forme de l'État, qui a ce dernier temps beaucoup cristallisé les opinions, nous disons qu'il ne faut pas qu'on fasse une fixette sur la forme de l'État. Les problèmes du Tchad sont énormes. C'est pas seulement que la forme de l'État. Il ne faut pas que nos compatriotes se laissent divertir simplement. Parfois, il y a beaucoup de diversion sur cette question. Il faut dire que si nous prenons un seul problème comme la question de l'éducation, on peut passer plus de deux mois à discuter de la question de l'éducation dans notre pays. Et ça, c'est une question assez profonde. La question de la justice. Vous pensez vraiment que la forme de l'État en tant que telle puisse être, on dirait que c'est carrément symbolique. Non, les problèmes du Tchad sont énormes. La question de l'armée. Il y a une panoplie de problèmes que nous avons, et nous disons ceci. Notre réflexion, c'est que
si vous prenez, dans notre constitution, il dit l'État unitaire fortement décentralisé. Nous étions avant dans un État unitaire. Après, on est passé de l'État unitaire à l'État unitaire fortement décentralisé. Si vous prenez cette phrase-là, vous l'enlevez. Vous enlevez cette phrase de la Constitution et vous remplacez par État fédéral. Vous pensez que c'est ça qui va régler tous les problèmes? La question reste posée. La question reste posée. Peut-être nous pourrons reposer la question sous un autre angle. Qu'est-ce qui a fait que la forme de l'État fortement décentralisé, et pourquoi ça n'a pas marché? Si peut-être on arrive à relever les entraves, les éléments qui ont entravé la bonne marche de cette forme, voilà la démarche qu'on a expérimentée. Voilà la démarche que nous on avait adoptée, c'est de diagnostiquer, effectivement, c'est d'analyser pourquoi le système fortement décentralisé n'a pas donné les résultats attendus. Donc, quelles ont été les contraintes, les difficultés, etc. L'analyse a permis de dire, en réalité, le Tchad n'a véritablement pas, n'a véritablement pas mis en place la politique de décentralisation. Donc, tout reste encore à faire à ce niveau. Tout est là sur ce papier. Oui. Il y a eu nous aurons l'occasion de revenir plus amplement dans un autre numéro de cette émission sur ce sujet très important. Est-ce qu'il y a des sujets, monsieur Alma, il y a des sujets sur lesquels les Tchadiens étaient unanimes lors des consultations, lors des rencontres de pré-dialogue? Bien, quand on suit la conclusion ou bien quand on suit les compilations, on peut dire qu'il y a pratiquement beaucoup de points sur lesquels il y a unanimité. Par exemple, les Tchadiens sont d'accord que le tissu de la cohésion sociale est très effrité et qu'il va falloir la reconstruire. Le vivre ensemble est en difficulté. Ça, c'est une question qui ressort des conclusions de toutes les, de tous les pré-dialogues. Il y a la question, par exemple, de l'armée. Les Tchadiens expriment une fierté en leur armée, mais en même temps voudraient voir une réorganisation profonde d'une armée qu'ils appelleraient une armée républicaine. La question de l'armée républicaine reste toujours parce qu'il y a une discussion dans la terminologie. À partir de quel moment on considère qu'une armée est républicaine? Il y a des questions qui touchent, par exemple, les chefferies traditionnelles. Les chrétiens, les Tchadiens, à l'unanimité, estiment que les chefferies traditionnelles aujourd'hui ont été envahies par le politique. Et qu'il va falloir donc que le politique se retire de la chefferie traditionnelle et qu'on ne crée pas des chefferies traditionnelles en longueur de journée pour faire plaisir à X ou à Y. Mais que cela obéit à une certaine règle, que cela obéit aussi à une certaine histoire. Les Tchadiens, dans l'unanimité aussi, ont élevé des voix pour dire mais on ne comprend pas pourquoi les réconciliations sont interminables. Donc, je dirais que je pourrais être plus long sur cette liste-là. Je crois que, comme les uns et les autres l'ont dit, c'est un peuple qui a vécu et qui s'aime et qui aime ce pays et qui connaît les vrais problèmes. Et nous estimons que c'est un atout pour ce dialogue. Parce que le fait que la cartographie des problèmes est une cartographie qui a déjà une certaine unanimité, il me semble qu'on ne va pas passer beaucoup de temps à faire un procès basé sur le passé, mais peut-être qu'on va passer beaucoup plus de temps à jeter les bases d'un nouveau contrat social. Donc ça, c'est quelque chose de très positif en lisant, et je veux simplement inviter les téléspectateurs, les auditeurs, à visiter le site du CODNI, www.codni.td. Vous allez voir les différents rapports de pré-dialogue et vous saurez de vous-même ce qui est exprimé à l'intérieur. Comme, je dirais un peu à l'unanimité, les cris sont les mêmes. Merci. Et nous allons donc aborder un autre aspect concernant les politico-militaires. Mais avant d'arriver à ça, il y a un homme politique du pays qui avait proposé que le prochain dialogue soit nécessairement parrainé et supervisé par la communauté internationale. Et il avait justifié que parce que le besoin de garantir la sécurité
des participants semble être une nécessité. Est-ce que vous êtes d'accord, vous êtes d'avis avec cet homme politique qui fait cette proposition? Bon, moi je dirais, peut-être, je mettrais un avis contraire. Quand on regarde les conclusions de pré-dialogue, les Tchadiens n'ont pas évoqué des problèmes vraiment de sécurité au point de penser qu'il va falloir y avoir une couverture internationale ou une force ou bien une personnalité extérieure pour diriger. Nous avons dans ce pays des personnes qui, pendant toutes ces années de crise, ont fait leurs preuves. Et nous avons aussi dans nos familles des moments plus difficiles que nous avons pu nous asseoir sous forme de conseils et nous avons résolu. C'est une culture tchadienne de s'asseoir autour d'un problème et de trouver des solutions. Même si parfois celui qui va présider fait partie du problème, dès l'instant où il préside, il essaye de faire en sorte qu'une cohésion et une solution soient trouvées. Donc, j'estime que nous faisons partie de la communauté internationale. La communauté internationale peut observer ce qui se passe, mais nous sommes suffisamment aussi capables de discuter entre nous et de dire sur ce point-là, nous avons failli, nous devons repartir. Et même si par le passé nous avons eu des conclusions et que nous n'avons pas mis en œuvre, quelle sera la garantie, quels sont les gages d'un succès, et que ce soit pour les politico-militaires. Aujourd'hui, il y a quand même des compatriotes qui commencent à faire le retour au pays. Je ne sais pas lequel d'entre eux a été déjà menacé. Il me semble que c'est un dialogue national. Et comme nous l'avons dit, puisque c'est un dialogue national, il revient à nous, les fils de ce pays, de nous regarder les yeux dans les yeux, de nous parler avec beaucoup plus de patriotisme, avec amour, avec vérité, et de scruter les bases d'un contrat social. Donc je crois que mon point de vue, il est un peu contraire à ce qui a été exprimé. Vous êtes d'accord, vous partagez le même point de vue? Parce que si on comprend, c'est comme si c'est un dialogue qui sera délocalisé, organisé hors du Tchad. Mais on a connu des dialogues hors du Tchad, les Lagos, les canons et autres, et on revient encore à d'autres dialogues. Et comme le président du comité technique vient de le dire, nous avons suffisamment d'expérience. Beaucoup ont participé depuis Lagos jusqu'à maintenant. En termes de formation, aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des formations les plus qualifiées sur le plan universitaire. Et à tous les niveaux, nous avons des compétences. Et quand on regarde les pré-dialogues, les résultats, les rapports, vraiment le point central, c'est que tout le monde aime le Tchad et ils veulent que ce Tchad la renaisse et qu'il puisse aller de l'avant. Et quand on regarde également, même les politico-militaires, moi je dis, mais je n'ai pas vu des gens qui disent non, on veut être à l'extérieur. Ils veulent bien se préparer pour s'entendre sur un minimum de choses à l'extérieur, mais pour l'essentiel, les dialogues, personne ne remet en cause qu'il ne soit pas au Tchad. Et donc, c'est lui qui est l'homme politique, s'il est en Djamena ou s'il est ailleurs, il est à l'intérieur, donc je pense qu'il ne peut pas être plus royaliste que le roi. Et ceux qui sont à l'extérieur avec les armes peuvent venir. Tout ce qui existe, c'est l'amnistie pour garantir leur sécurité. Et je crois que ceux qui sont arrivés déjà, ça donne déjà une tendance. Personne n'a été menacé. Même si les gens, les rumeurs courent partis par là, mais la sécurité des uns et des autres est garantie. Et c'est un engagement de plus haute autorité. Donc, il n'est pas question que les gens arrivent ici et qu'on les laisse dans l'insécurité. Je crois que on veut que les Tchadiens rentrent, qu'ils travaillent ici. Donc, à ce niveau-là, le plus d'autorité, le comité militaire à travers son président et le gouvernement feront tout pour que cette sécurité soit garantie. Et l'amnistie qui est là, bon, permet aussi que les gens viennent travailler, faire cette conférence-là, ce dialogue-là, dans la toute sécurité, en toute quiétude, et pour éviter que les gens puissent parler, des lois sont parties. Et peut-être par la suite, les gens aussi vont, d'autres mesures seront prises. Pour l'instant, on attend, on est dans un processus pour rassurer tout le monde. S'il y a une nécessité, je crois que les plus autorités sont prêtes à aller dans ce sens. Donc, je ne crois pas qu'il y ait nécessité d'organiser ce dialogue national-là à l'extérieur. Et nous avons vu, moi qui ai participé presque tous les dialogues, toutes les rencontres, vous avez l'accord de Bangui. Alors, je préfère que vous gardiez la parole. Vous avez participé à plusieurs rencontres, vous participez aux préparatifs de ce dialogue. Alors, entre Kano 1, 2, Lagos, CNS en 1993 et ce dialogue, qu'est-ce qui fait la particularité du prochain dialogue pour vous?
Non, parce que les canons sectoriels, les Tchad étaient vraiment morcelés de confiture. Il fallait d'abord faire en sorte de l'Assemblée. Les autres rencontres, c'est vrai que déjà il y a eu des rencontres là ailleurs, donc je disais à Bangui, et la rencontre avec Kété c'était à Bangui, l'autre c'est à Doba, qui a été signé. Aujourd'hui beaucoup de gens sont là, mais la différence c'est que nous avons l'expérience. Il y a eu des échecs et suffisamment de recul. Oui, des échecs relevés par docteur. Oui, ces échecs-là, Amadi, tout à l'heure. La mauvaise foi, les gens ont des calendriers, des agendas qui n'ont pas toujours dit, et les gens pensent qu'en signé un accord, bon. Et puis il n'y a pas de suivi. Moi, j'ai été président après le ministre de la Défense, Absakim, dans le comité de réconciliation créé par la conférence nationale. Mais après, j'ai dit, bon, quand on a signé les accords, les gens sont rentrés. La première semaine, les choses allaient bien, mais après, on va abandonner tout seul. Alors, à tout moment, on m'appelle, votre point n'est pas appliqué, moi tout seul, je ne pouvais rien. Donc, les gens, après, vous avez vu comment ça finit avec les Kété, avec les blocs ébardés, parce que par la suite, ça n'a pas donné donc tout ça. Maintenant, nous avons l'expérience. Il faut, pour que ça réussisse, il faut vraiment prendre des mesures nécessaires et qu'il y a une volonté politique affirmée aujourd'hui et que dans ce sillage-là, nous puissions aussi faire en sorte qu'on puisse appliquer les accords. Et ça, vraiment, c'est un point important pour que la paix revienne et que si on accorde à signer des accords, si on s'entend à signer des accords, il faut donner une suite. Donc, il faut mettre un comité de suivi de ces accords-là de façon qui est autonome et qui peut vraiment faire en sorte que les décisions qui seront prises soient appliquées. C'est ça le point faible de pratiquement tous les accords où la mauvaise foi a joué, les gens font des petits calculs, ici un accord et après il n'y a pas de suite. Donc il faut donner des suites et il faut qu'on mette tous le Tchad en avant et pas seulement ses propres intérêts, et ni du côté du pouvoir d'ailleurs, ni du côté de ceux qui sont en arbre. Il faut que tout le monde voit le Tchad et aujourd'hui, tout le monde voit le Tchad parce qu'on entend les gens parler, les gens veulent rentrer, mais ils veulent seulement leur sécurité, ils veulent retrouver aussi ce qu'ils ont perdu. Bon, et ça, il y a des choses qui sont en cours pour régler ces problèmes-là. Ouais. Bon, je pense que nous allons tirer les leçons de tout ça pour construire pour faire en sorte qu'on ne puisse plus échouer. Oui. Docteur Ramadi, Alfred, la volonté politique affichée, vous l'avez également remarqué à travers tout ce que vous avez comme élément de réponse, le feedback de tous ceux qui ont été consultés. Moi, c'est la première chose que j'ai retenue. Et d'ailleurs, quand on m'a fait appel à présider ce sous-comité thématique, dans nos discussions, ce que nous retenons principalement, c'est que c'est cette parole politique qui a été donnée. Que nous partons à ce dialogue pour discuter de tout. Aucun sujet ne sera éludé, il n'y aura aucun sujet tabou. Et ça, c'est le président même du comité militaire de transition qui l'a dit. Et moi, les autorités, je veux toujours les tenir au mot, aux paroles qu'ils ont prononcées eux-mêmes. Donc, sur cette base-là, tous les sujets ont été débattus de manière sereine par les experts. Nous, on nous a demandé de proposer des pistes de solutions, de faire des analyses et d'éclairer les gens sur tous les sujets possibles. Et donc, il fallait simplement se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un autre Tchad. Et c'est possible, cet autre Tchad-là. C'est bien, il n'est pas tout de dire qu'un autre Tchad est possible. Il faut le bâtir. Et le bâtir sur des principes de droit, sur des institutions aussi solides, bâtir sur une confiance que les populations peuvent avoir aux autorités, parce qu'il y a une sorte d'aversion, une sorte de méfiance de la population vis-à-vis de l'autorité. Tout à l'heure, le président du comité technique, le tissu social est tellement en lambeaux. Et on a à reconstruire. Voilà pourquoi, sur votre plateau, il y a quelques jours, le rapporteur général du CODMI était intervenu
pour dire que nous sommes en train d'aller pour fonder un nouveau Tchad et donc un nouveau contrat social. Et ce nouveau contrat social-là, nous devons élaborer tous les principes, à la fois constitutionnels, mais aussi institutionnels possibles pour que ça requiert l'assentiment populaire, qu'il y ait un consensus général autour de ce nouveau contrat social. Et lorsque nous sommes tous d'accord sur ce principe-là, laissons de côté nos opinions, laissons de côté nos intérêts corporatistes, le Tchad doit survivre à nos petites personnes, à nos intérêts égoïstes. Le Tchad doit survivre à nos intérêts corporatistes. Dans notre commission, vous vous en doutez qu'il y a des gens qui ont leur propre opinion. Il y a des gens qui sont issus des partis politiques, etc., et qui sont tous mis ensemble. Mais nous avons eu pour principe seulement le Tchad. Et nous avons dit ceci, pour ce qui regarde le bien du Tchad, on n'a pas besoin d'être un rebelle pour penser que c'est seulement nous, les rebelles, qui pensons du bien du Tchad. On n'a pas besoin d'être un PS ou transformateur ou Wakitama pour dire que ici c'est bon ou c'est mauvais. Si nous sommes Tchadiens, regardons l'intérêt du Tchad. Il ne faut pas qu'on soit dans des schémas un peu manichéistes pour dire que ceux-là sont bons, ceux-là sont mauvais. Mais regardons ce qui est bien pour le Tchad. Et sur cette base, nous avons analysé tous les problèmes à la fois constitutionnels et institutionnels, le processus électoral et la nature du régime. Pour tous ces sujets-là, nous avons étudiés, nous avons analysé pour dire ici il y a quelque chose qu'on peut retenir. Dans cette constitution, on peut retenir ça parce que c'est bon. Dans celle-là, ça c'est mauvais, on va laisser de côté parce que ça a divisé, on va laisser de côté. Et voilà, nous avons fait le tout pour étudier comme cela tous les sujets qui nous ont été soumis pour à la fin proposer des pistes de solutions. Et termine en disant, en racontant une anecdote, c'est qu'un des anciens nous a fait observer pendant nos travaux. Il a participé comme le président Abdelrahman Diasnabaye à beaucoup de rencontres, de dialogues qui ont eu lieu dans ce pays. Et il nous a fait observer, il dit, vous qui êtes jeunes, qui êtes dans cette commission, sachez une chose. En 1993, nous étions à votre place. Et on a travaillé dans cette commission. On pensait avoir fini totalement avec l'état de droit. Et qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, il se retrouve parmi nous. Il a le cœur très, très, très serré. Et nous avons à faire pour que le Tchad ne revienne pas encore 30 ans plus tard à zéro aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ça m'interpelle, ça continue à m'interpeller. Et ce travail, nous l'avons fait comme un défi de génération. Et notre génération, à nous, et je parle à tous les Tchadiens qui sont de la génération, notre génération à nous est la génération la mieux outillée que celle de ceux qui nous ont précédés. Et donc, nous devons prendre ce défi à bras le corps. Et on aura moins d'excuses vis-à-vis de nos enfants. Nous avons affaire à ce que nous laissions un pays qui puisse continuer maintenant à se développer. Il ne faut pas, franchement pour moi, ce serait un échec que 30 ans plus tard, mon fils se retrouve encore à repartir à zéro. C'est ce que j'appelle souvent un effort sisyphien. Pour ceux qui ont fait la philosophie en terminale, Sisyphe qui était chargé de prendre une pierre et puis de la rouler jusqu'au sommet du mont, et à chaque fois, le Tchad est comme cela. C'était l'éternel voilà, l'éternel recommencement. Voilà. Faisons à ce que cela cesse. Oui. Ce dialogue national inclusif qui pointe à l'horizon sera réellement ouvert spécifiquement aux politico-militaires comme l'a souhaité le président de la République dans sa déclaration à la nation le 11 août dernier. Donc il n'y a personne qui soit exclu. Vous savez, la chose que nous avons en commun, c'est la patrie. Cette nation, elle est une chose commune pour nous tous. Et donc,
il y a un travail de représentativité qui sera fait, mais de sorte à ce que toutes les couches des forces vives soient représentées. Et les forces vives, il y en a qui sont ici à l'intérieur, mais il y a d'autres qui, pour diverses raisons, se retrouvent à l'extérieur. Les conditions seront facilitées. Je dis aussi qu'il y a même des forces vives parfois à l'intérieur qui expriment un certain nombre de mécontentements, mais si nous devons tout résoudre avant d'aller au dialogue, le dialogue sera vidé de son sens. On se retrouve au dialogue parce qu'il y a les sujets sur lesquels on a besoin de s'asseoir et d'en parler. Donc, je trouve que ce serait bien plutôt de faire une cause commune sur le fait que nous devons tous aller au dialogue et puis d'inscrire dans le cadre du dialogue les sujets qui soient les sujets qui nous divisent. La participation au dialogue est un droit qui est ouvert à tous. Mais en même temps, la participation n'est pas une obligation. On n'obligera personne à participer au dialogue si la personne n'a pas envie de participer au dialogue. Donc, nous, en tant que comité technique, outil du comité d'organisation du dialogue, nous allons faire en sorte, nous voulons que les uns et les autres se sentent concernés. La roue de l'histoire, elle tourne. Et nous venons aujourd'hui de constater que 30 ans après, on a une autre opportunité. Je ne sais pas si la prochaine sera encore dans 30 ans. Donc, il serait bien, et je cite un peu le ministre de la Communication qui disait cela il y a quelques jours sur une des plateformes. J'ai apprécié ce qu'il a dit, c'est important. Il faut qu'on se retrouve dans ce train de l'histoire. Même si on n'a pas de place, il faut se trouver un strapontin quelque part et s'asseoir là. C'est important. Et moi, en passant, je dirais aussi à la suite de ce que le docteur Alfred, quand vous regardez autour de cette table, la configuration des générations, le dialogue aujourd'hui a quelque chose de remarquable. 4 générations vont s'asseoir ensemble pour parler. 4 générations. Alors, c'est important de constater et d'observer un peu comment l'histoire s'écrit. Je ne voudrais pas être absent quand je vois qu'aujourd'hui, on a la possibilité que 4 générations s'asseyent dans une même salle pour parler du pays. Et pour nous, nous allons faire en sorte que la participation soit inclusive, parce que ceux qui ont porté la vision de ce dialogue disent que c'est un dialogue national mais inclusif, et nous ferons en sorte que ça soit inclusif. Sauf si il y a des catégories de forces vives qui veulent s'en exclure. Alors dans ce cas-là, nous ne pouvons obliger personne. Oui, mais est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y a encore quelques poches de résistance entre guillemets, des gens qui sont toujours réticents, qui posent des conditions? Il y a toujours, il n'y a pas de l'unanimité, n'existe jamais toujours dans ce monde. Il y a toujours des groupes, et vous savez, ici par exemple, au Tchad, vous avez un peu la plateforme, par exemple, Wakitama, qui exprime son point de vue, mais je pense qu'au fur et à mesure, quand on les écoute, il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup d'aménagements. Et je reste déterminé. Je ne suis pas souvent optimiste ou pessimiste, mais je suis quelqu'un de déterminé, et j'estime que un matin, nous allons aussi voir tous ces différents groupes-là, parce que ce qu'ils ont, d'ailleurs, le ministre d'État, ministre de la Réconciliation, l'a dit une fois sur votre plateforme ici, que même s'ils sont aujourd'hui encore en dehors disons, du cercle de préparation, les propositions qu'ils font, nous ne les rejetons pas. S'il y a des propositions qui vont aider pour construire le Tchad de demain, ces propositions sont toujours à valoriser. Donc, c'est cela aussi l'état d'esprit du comité d'organisation, et je crois que ces différents groupes, certainement, vont nous rejoindre, parce que je ne voudrais pas, et je ne souhaiterais pas, qu'on rate un dialogue où 4 générations se retrouvent ensemble en train de parler du Tchad. Ils sont à l'écoute, ceux qui sont à l'extérieur, tout comme ceux qui sont à l'intérieur du pays. Est-ce que dans vos sous-comités, vous avez des difficultés particulières par rapport à l'état d'avancement des préparatifs avant de travailler? Avant de travailler, il faut avancer. Il faut faire le minimum. Et à la volonté aussi, chacun a mis du sien pour apporter sa contribution. Donc les problèmes de moyens, même chez vous ici, il y a des problèmes de moyens partout. Mais nous ne pouvons pas poser ça en premier plan, dire bon, tant qu'il n'y a pas les moyens, nous ne travaillons pas. Nous avons le minimum qui nous a permis d'arriver à cette étape-là. Et nous allons continuer. Je crois qu'il y a la fibre patriotique qui l'emporte sur le reste. Et moi, je suis parti d'une certaine génération que l'on vient de citer. Oui. Ceux qui sont avant nous, ils sont battus, je dirais, pour l'indépendance.
il faut les saluer. Il y en a qui sont encore vivants, il y en a peu. Nous autres, nous sommes battus pour les fondamentaux de la démocratie. Depuis la conférence nationale, on a dit qu'il faut un multipartisme, il faut les médias. En surnombre aujourd'hui, il y a plusieurs médias. La société civile et les dynamiques, il existe. Ça, c'est notre rapport. Et ça, ce sont les fondamentaux. Mais maintenant, la génération qui nous suit, maintenant, il faut que ces fondamentaux-là soient opérationnels. Donc, les principes et la mise en œuvre. Ça, nous allons aussi être là et eux doivent prendre le train, les choses à mettre de façon à faire en sorte que ça soit opérationnel. Parce qu'il y a les fondamentaux, mais dans la mise en application, il y a des difficultés, il y a des défis qu'il faut relever. Et je crois que ces défis-là seront relevés grâce à dialogue-là, et face aussi au patriotisme des uns aux autres. Je crois que, et les politico-militaires, nous autres, on a été aussi on a été au Frélina. Nous avons abandonné, nous sommes revenus. Nous avons dit que non, c'est pas ça, c'est pas la piste. Nous avons des amis qui sont encore ici. Nous avons expérimenté. Au Frélina, on l'a laissé, on est revenu. Après, on a combattu la dictature des Sénabrés. Le parti unique. Et nous sommes aujourd'hui dans des institutions démocratiques. Mais il manque des défis qu'il faut relever pour vraiment parachever ce travail-là. Et nous attendons que ça soit fait. Je crois que nous avons certes des difficultés comme tout le monde, mais nous avons fait faire en sorte que ce travail-là soit fait. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous pouvons être fiers de ce travail qui a été fait. Et bon, il faut attendre maintenant la suite du pré-dialogue avec les politico-militaires, parce que ça fait partie du commun, parce que c'est une partie faite ailleurs, mais maintenant, il faut qu'il y ait une jonction pour que ça soit unique, et je crois que c'est dans la phase actuelle qui est en train de se faire. D'accord. Docteur Alfred, en cette phase d'analyse et de compilation, est-ce qu'il y a des difficultés, vous avez des soucis? Honnêtement, puisque nous sommes en train de parler au monde, je n'aimerais pas relater ici certaines difficultés qu'on a eues d'ordre matériel ou financier et tout. L'essentiel, c'est ce que le président de la vient de dire. Il faut reconnaître que les experts qui ont composé les équipes ont travaillé dans un parfait état d'esprit patriotique. Voyez, je me réjouis simplement, tout à l'heure je disais que nous sommes plus outillés que ceux qui nous ont précédés, et c'est à juste titre. Pour vous donner un exemple simple, j'ai utilisé mon ordinateur pour travailler jusqu'aujourd'hui. Si c'était la génération passée, ça allait être difficile. Voyez, mais je l'ai fait avec beaucoup de fierté. Tous ceux qui ont travaillé, ils l'ont fait comme ça. Vous voyez. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et on ne peut pas accomplir une telle mission sans difficulté. Mais le plus important, on a eu un ingrédient, c'est que c'est l'engagement, le dévouement, le patriotisme de tous ces experts-là. Ces valeurs partagées nous ont permis, malgré les difficultés, malgré les insuffisances à un certain moment, de venir. Et on a eu beaucoup de réunions. Nous avons, par exemple, eu 13 plénières générales, 24 plénières dans les sous-groupes, sans compter les travaux de petits groupes de travaux individuels. On s'est privé de sommet et tout, mais bon, on l'a fait. C'est une mission vraiment exaltante. Et je préfère plutôt retenir ça parce qu'il y a une soif, la soif de voir un nouveau contrat social qui puisse vraiment appeler tout le monde ensemble et qu'il y ait un consensus pour que nous puissions en finir avec ces démons-là et faire que, au bout, puisque dans notre sous-commission, au bout, c'est aussi les élections, le processus électoral. Donc, au bout, si nous finissons le dialogue, les nouveaux textes de la République sont pris, on va à un référendum, tous ces textes sont validés et tout, et qu'on organise des élections crédibles, transparentes, démocratiques, pour qu'un gouvernement démocratique soit mis en place pour que les fils et les filles du Tchad qui sont en dehors puissent rentrer et tout, nous aurons eu le sentiment de devoir accomplir. Simplement, et ça, il n'y a pas mieux que de servir sa nation de cette manière-là. C'est ce que nous retenons. Et M. Arma, au niveau du comité technique, est-ce que
tout est fait prêt financièrement, matériellement, pour que d'ici peu, si jamais une date est fixée pour la tenue de ce dialogue? Bien, pour le moment, nous sommes sur la préparation. Nous sommes en phase de... Quand on va finaliser cette phase 3, qui concerne les questions ad hoc, un rapport sera remis au gouvernement, et ce rapport permettra au gouvernement d'apprécier que tout est fin prêt et de pouvoir donc déterminer une date pour le dialogue. Dans ce document, ce rapport final, il y aura aussi le budget du dialogue. Il y aura la liste des participants, l'avant-projet de liste des participants. Il y aura les questions, les propositions d'agenda, de format et tout cela. Mais je peux vous dire que, comme on l'a déjà annoncé ici, nous sommes très avancés dans la préparation. Et je crois qu'autour du 10 janvier, nous serons en mesure d'avoir déjà un rapport d'étape, parce que ce rapport d'étape intégrera plus tard le rapport de pré-dialogue des politico-militaires pour permettre d'avoir donc un rapport définitif. Donc je veux simplement réitérer le fait que dans la préparation, nous sommes très avancés et nous croyons qu'avec l'appui de la communauté internationale, nous pourrons être en mesure très rapidement de pouvoir organiser, parce que s'il y a quelque chose qui retient aussi l'attention des autorités de la transition, c'est aussi le respect du calendrier et de l'engagement qui a été donné. Et donc de ce côté-là, nous travaillons aussi à ne pas, n'est-ce pas, les mettre en difficulté par rapport à cela. Et le rapport définitif d'ici la fin du mois? Le rapport définitif dépendra simplement de la tenue du pré-dialogue des politico-militaires. Voilà. Il suffit donc que le pays hôte et le Tchad puissent rapidement déterminer les dates et puis que les choses se passent. Mais aussi, nous comptons aussi avec la présence des politico-militaires aller à l'essentiel, pas très vite, mais pas aussi à durer très longtemps, mais trouver le minimum, n'est-ce pas, des accords essentiels pour permettre à ce que le dialogue puisse démarrer, parce que le cœur de tous les Tchadiens, aujourd'hui, l'expression populaire, c'est le dialogue, et il va falloir y aller. Alors je reviens sur cet aspect en reposant autrement la question. Êtes-vous optimiste quant à la réussite de ce dialogue, ou vous avez encore quelques soucis, vous avez des craintes? Moi je dirais que c'est bien d'être optimiste, mais parfois quand on est optimiste, on se lasse de fournir des efforts. Oui. Et pour ma part, je dirais simplement que le comité technique, en collaboration avec le comité d'organisation du dialogue, le bureau du CODMI et la plénière du CODMI, sont déterminés pour que ce dialogue soit un succès. Que cela ne puisse pas être encore, disons, une redite de nos échecs. Vous avez posé la question sur les particularités de cette préparation. Oui. En 1993, la liste des sujets était arrêtée, mais en même temps examinée directement par les participants. Aujourd'hui, il y a une étape préliminaire de réflexion qui est faite pour qu'ils viennent et qu'ils trouvent déjà des documents, et sur la base de ces documents, ils se prononceront. Ils peuvent même aller au-delà des documents, mais au moins s'il y a un outil, il y a une aide à la décision. Ça, c'est déjà quelque chose. Et c'est parce que, comme l'un des intervenants ici l'a dit, notre génération a quand même un certain nombre d'atouts qu'il va falloir mettre en contribution. Et ces atouts-là, nous le faisons pas parce que c'est notre génération, mais aussi avec l'aide des générations antérieures qui ont servi de mémoire, mais qui servent toujours encore une fois de plus de témoignage pour dire attention, en le faisant ainsi, nous sommes arrivés ici, donc il faut aller vers de ce côté. Donc je crois que les participants, maintenant, il revient aussi à nos concitoyens. Parce que ce n'est pas tous les Tchadiens qui vont participer au dialogue. Donc les représentants des forces vives doivent être des personnes que nos concitoyens doivent s'entendre et désigner, des personnes qui portent leur voix, mais aussi qui sont représentatifs. Et on ne vient pas pour faire un dialogue interminable, on ne vient pas pour faire un dialogue à l'expéditif, mais on vient pour faire quelque chose qui doit être consensuel. Ouais. Et sur le principe du consensus, permettez-moi aussi de dire quelque chose. Nous entendons souvent des minorités redouter être écrasées au dialogue. Nous entendons souvent des majorités penser que parce que nous sommes majoritaires, on utilisera la majorité pour nous faire entendre au dialogue. Mais le principe du dialogue, c'est le consensus. Ouais. Que tout le monde soit représenté. Que tout le monde soit représenté et qu'on n'a pas à craindre parce qu'on est minoritaire ou qu'on n'a pas à penser que parce qu'on est déjà majoritaire. Mais on vient pour trouver des consensus. C'est pour ça que vous allez voir souvent les dialogues, c'est parfois des nuits et jours, des longues discussions. Mais c'est la recherche du consensus.
Et de ce côté-là, nous voulons rassurer les uns les autres que nous allons ensemble dans un dialogue où le processus doit être sous-tendu par ce que nous appelons le consensus. Donc, commençons déjà à épouser la culture du consensus afin que nous ne soyons pas surpris quand nous serons au dialogue. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. L'optimisme ou encore quelques soucis? Votre question sur l'optimisme et tout m'amène à dire quelque chose à l'endroit de nos compatriotes qui nous suivent. Il disait au début qu'il y a trop de distractions. Effectivement, il y a certains avis qui tendent à distraire un peu nos compatriotes. Il y en a, j'entends, j'ai même pris part à un plateau où quelqu'un dit, mais de toute façon, c'est connu qu'on aura ce dialogue-là pour discuter seulement de la forme de l'État. Il était très surpris. Il dit, mais est-ce que vous avez déjà l'agenda du dialogue? Est-ce que ça a été défini? Vous savez de ça? Oui. On veut brandir ça comme le seul problème. J'ai dit, mais non. Il n'a jamais été question de venir à ce dialogue pour discuter la forme du temps. Donc il faut vraiment que ça, c'est des sujets qui tendent à divertir un peu nos concitoyens. Il faudrait que les gens puissent comprendre que tout le monde, il y a des gens, et ça je le dis avec fermeté, il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on n'aille pas à ce dialogue-là. Et qui vont tout faire pour qu'on n'aille pas à ce dialogue. Est-ce qu'ils ont un intérêt à... Il y a des gens qui possèdent toujours du désordre. Ouais. Voilà. Voilà pourquoi il faudrait qu'on puisse vraiment faire front commun en mettant nos énergies ensemble et obtenir l'organisation de ce dialogue. Il faudrait qu'on puisse débattre de tous les maux du Tchad ensemble. Voyez, c'est très très important. Et pour vous répondre, moi je suis très optimiste par rapport à ça. Je sais que ce dialogue aura lieu et de ce dialogue-là sortira un consensus, sortira un contrat social sur lequel nous pouvons vraiment bâtir un nouveau Tchad. Et ce nouveau Tchad-là, nous le voulons sur des principes de droit, sur des institutions qui puissent vraiment nous aider à avancer et ne plus encore repartir toujours à zéro pour nous faire la guerre. Nous avons besoin que nos enfants puissent hériter des pays qui puissent se consolider et se développer. Enfin, il faut qu'on voit le développement du Tchad et ça, c'est possible. Au président Abderrahmane Diasnabel, est-ce que vous avez un message à l'endroit des Tchadiens, les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent en ce moment par rapport à des personnes qui se cachent quelque part, qui font des petits calculs parce qu'ils profitent toujours de cette situation si le Tchad est toujours dans une situation telle que nous vivons aujourd'hui? Moi, je pense que ce dialogue est son organisation est irréversible. Donc, tout est fait pour que ça puisse avoir lieu. Même s'il y a des gens, on les entend, ou ceux qui sont tapis dans l'ombre, parce que cette situation de non-droit, quelquefois, les arrange, de l'injustice les arrange, de l'impunité, ça les arrange. Mais je crois qu'aujourd'hui, tous les Tchadiens veulent régler ces problèmes-là. Et la volonté politique est là. Nous, les forces vives, d'une manière générale, vont dans ce sens. Quelques rares, on a cité certains, mais moi, je discute avec beaucoup d'entre eux. Je sais qu'ils viendront, parce qu'ils ne pourront pas rester en dehors, au bord de la route, parce qu'ils vont forcément les regretter. Je l'ai toujours dit, je dis venez. Et ils ont évolué par rapport à ça. Oui, certains qui disaient non, on ne reconnaît pas le CNT, etc. C'était par manque d'expérience. La réalité, elle est là, et on ne fait de politique que sur des bases de réalité. Donc c'est là la réalité aujourd'hui, c'est que le dialogue avance, il aura lieu. Ceux qui veulent parler, il y en a qui seront là. Et donc l'essentiel des Tchadiens sont là pour soutenir ce dialogue, et même la communauté internationale, puisqu'on en a parlé peu, aujourd'hui elle soutient ce dialogue-là. Donc ils vont aller où? Parce que souvent on se retourne vers la communauté internationale pour dire non, il ne faut pas soutenir, etc. Nous savons que tout le monde sait, et même d'ailleurs on les encourage à venir, ceux qui veulent traîner les pieds de venir. Et ceux qui sont venus de la diaspora l'ont dit. Et donc je pense que ce dialogue-là aura lieu et de bonnes perspectives s'offrent à nous
pourvu que nous puissions les cueillir. Donc c'est ça que je peux dire aux Tchadiens d'être sereins, de ne pas entendre des sirènes là qui parlent dans tous les sens. Je crois que ce dialogue aura lieu et avec tout le monde. Merci Président Abdourahmane Diassanabé, merci Docteur Alfred, et merci également à vous, Monsieur Armand. Et nous avons eu à cerner le sujet, notre émission portait sur le thème l'état d'avancement des préparatifs du dialogue national inclusif. Voilà, le décor est planté. Nous aurons l'occasion de vous accueillir encore sur ce plateau pour aborder d'autres sujets relatifs à ces préparatifs. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la semaine prochaine.